toi, tu avais prévu de nous parler d'un sujet qui est vers un meilleur pilotage du risque amiante dans les bâtiments. Je rappelle que tu es directeur régional Île-de-France et Normandie du groupe AC Environnement. Voilà, donc effectivement, tu vas nous parler repérage et méthodologie. Donc c'est à toi d'intervenir et je pense que pour tout le monde, ça va être beaucoup plus fluide. Alors oui, bonjour à tous, enfin bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer tout à l'heure. Donc je vais faire une présentation assez succincte, mais qui j'espère sera pas redondante avec celle de Thomas. Je vais essayer d'y donner une connotation beaucoup plus orientée donneur d'ordre, responsabilité du donneur d'ordre par rapport aux prestations et à l'évolution de la réglementation. Donc tout d'abord, avant 2019, j'ai souhaité intégrer cette première slide. C'était pour montrer les obligations de la maîtrise d'ouvrage ou des donneurs d'ordre, c'est la même chose, en fonction de la typologie des ouvrages, que ce soit sur la partie habitation ou sur la partie ERP. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche. Ce que je disais tout à l'heure, quand vous m'entendiez pas, c'était que je ne souhaite pas faire une lecture exhaustive du tableau, c'est simplement une photographie instantanée des obligations de la maîtrise d'ouvrage jusqu'en 2019. On y voit effectivement les matériaux de la liste A, B et C, les DAPP, les DTA. L'objectif pour moi, et encore une fois, s'il y a des questions, j'y répondrai de façon volontiers, pardon. C'est surtout que les gens soient au courant de leurs obligations par rapport à la réglementation amiante. Donc voilà, si tu peux passer sur la slide 2, Xavier, s'il te plaît. Voilà, normalement. Impeccable. Donc effectivement, le repérage avant travaux était régi par le décret du 9 mai 2017 qui oblige les propriétaires d'immeubles, d'équipements, de matériel ou d'articles qui décident d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante à faire réaliser la recherche amiante. Ça a été dit, donc je ne vais pas le rappeler, mais vous le voyez par l'illustration en dessous, en fait, par rapport à ce que disait Thomas, c'est que chacune des des natures d'ouvrages a été clairement identifiée et a donné lieu à des évolutions réglementaires, enfin normatives et réglementaires qui ont été rappelées par Thomas. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si bien sûr, à nouveau, il y a des questions sur chacune de ces natures d'ouvrages, entre guillemets. Je parle de nature d'ouvrage parce que je distingue l'immeuble bâti, de l'aéronef, du navire, du génie civil et autres. Donc tu peux passer, Xavier, si tu le veux bien. Alors, Pour arriver sur voilà. pour arriver sur la troisième slide qui est un peu plus encore explicite sur les obligations qui résultent de l'arrêté du 16 juillet 2019, dont l'arrêté sur lequel Thomas est intervenu tout à l'heure, où on voit effectivement sur les immeubles bâtis, puisque c'est notre spécialité, tout comme Thomas, mais pas dans le même corps de métier. Moi, je suis diagnostiqueur, nous sommes diagnostiqueurs, la société AC Environnement, et nous ne sommes pas maîtres d'œuvre, tout comme peut l'être le bureau d'études de Thomas. Mais cela étant, on travaille dans le même domaine qui est l'immeuble bâti. Donc, l'arrêté du 16 juillet 2019, comme vous le voyez sur la slide 6 juin, permet d'illustrer le domaine d'application. C'est uniquement l'immeuble bâti et non pas les autres domaines dont nous avons parlé succinctement tout à l'heure. Ce que je tiens à rappeler sur cette slide, même si ce n'est pas indiqué, c'est que le calendrier prévisionnel, je ne sais plus si Thomas l'a dit tout à l'heure, donc je me permets de le rappeler si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un calendrier qui est fixé par décret, le décret numéro 2019-251, qui date du 27 mars 2019 et qui régit en fait les publications successives des arrêtés pour chacun des domaines ci-dessous, présentés dans cette slide. Ça me paraissait important de le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décret qui fixe réellement les sorties prévisionnelles, sauf coronavirus évidemment, les calendriers prévisionnels de sortie des arrêtés et décrets pour chacun des domaines évoqués sur cette slide. Voilà, Xavier, ce que je peux dire sur cette troisième slide. C'est encore une fois une lecture très, très réglementaire. J'insiste bien sur le mot réglementaire parce que on bascule du normatif au réglementaire, en fait, à travers tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. On parle beaucoup de la NFX 46020, qui est une norme pour rappeler pour basculer, entre guillemets, sur des obligations réglementaires qui ressortent donc au titre de la loi. L'arrêté du 16 juillet, pour compléter encore une fois les propos ou pour les reprendre,
précise la chose suivante, et c'est ce que vous voyez sur la slide qui est projetée. Donc, le repérage consiste bien à rechercher, identifier, localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux. Ça me paraît important de le rappeler, car avant c'était un petit peu plus ambigu sur la sémantique. Donc là, on voit vraiment les 3 actions principales: rechercher, identifier, localiser. Comme vous le voyez dans le deuxième encart, le repérage avant travaux porte sur un programme et un périmètre de travaux précis qui est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Xavier, tu l'as dit en préambule, mon objectif ici, c'est de rappeler les rôles et responsabilités de la maîtrise d'ouvrage. En voici une, et de taille. Le programme et le périmètre de travaux précis est à la seule charge et de la seule responsabilité du donneur d'ordre, donc de la maîtrise d'ouvrage. Tout à l'heure, Thomas précisait sur les diagnostiqueurs que certains rapports n'étaient pas toujours complets, ce qui est une réalité pour une partie d'entre nous. En revanche, les rôles et responsabilités de la maîtrise d'ouvrage sont aussi à rappeler. Il nous manquait, il faut le rappeler, je crois que c'est assez important. Thomas parlait notamment des PDF qui étaient photographiés, qui étaient souvent des plans d'évacuation. Malheureusement, on n'a pas toujours la chance d'avoir les plans dans des formats satisfaisants. Et jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à la sortie de cet arrêté, c'est vrai que les obligations du maître d'ouvrage étaient beaucoup moins marquées parce qu'elles étaient uniquement régies par la NFX 46020. Là, on bascule dans quelque chose qui relève de la loi par l'évolution de la réglementation. Voilà ce que je voulais dire sur cette slide particulière. Tu peux avancer, Xavier, si tu le souhaites. Voilà. Cette slide, juste pour rappeler que, effectivement, donc la maîtrise d'ouvrage a un rôle et une responsabilité quand on programme et au périmètre des travaux précis, et que, en plus de cela, la maîtrise d'ouvrage doit donner accès à la totalité des périmètres des travaux. Autrement dit, si des travaux sont à venir sur la chaufferie du sous-sol numéro 1, tel qu'on le voit sur la slide que chacun d'entre nous a sous les yeux, et que la porte n'est pas ouverte pour quelque raison que ce soit, ça sera spécifié et décrit comme tel dans le rapport amiante avant travaux, en précisant que nous n'avons pas eu accès, bien sûr moyennant les relances et autres, nous n'avons pas eu accès à ce périmètre particulier de travaux et que, en conséquence de quoi, nous précisons dans le rapport amiante avant travaux, qui est d'abord un rapport provisoire, qui devient définitif si nous n'avons pas si nous n'avons pas la possibilité d'y rentrer. À ce moment-là, le rapport devient définitif avec la mention qui, par exemple, celle que vous voyez sous vos yeux. Je ne sais pas si c'est clair ou s'il y a besoin de compléter, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui se passait avant, nous sommes dans notre droit, côté diagnostiqueur, de pouvoir stipuler que le rapport est réputé définitif, même si une partie des locaux ne sont pas accessibles. Bien sûr, il faut le justifier, il faut apporter un motif particulier, tel que vous le voyez sur le schéma, enfin sur la slide que je projette. Mais toujours est-il qu'on a le droit de d'émettre un rapport définitif, même si une partie du périmètre des travaux n'a pas été investiguée. J'en profite donc, Xavier, puisque l'occasion m'est donnée, de rappeler vraiment l'obligation de la maîtrise d'ouvrage ou du donneur d'ordre de donner accès à la totalité des pièces régies et décrites dans le programme et le périmètre des travaux. Voilà, Xavier, si tu peux passer sur cette slide, s'il te plaît. Voilà. En plus de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire programme, périmètre, accès à l'ensemble des pièces, cette slide est intéressante car l'arrêté du 16 juillet 2019 précise, alors Thomas l'a dit tout à l'heure, donc je réappuie un peu dessus, sur les obligations de la maîtrise d'ouvrage quant aux documents devant nous être transmis en vue de la réalisation du rapport amiante avant travaux, et donc préalablement à la prestation. Comme vous le voyez dans l'encart, ce sont des documents qui sont souvent demandés, mais rarement communiqués. Enfin, en tout cas, c'était le cas. Parce que nous n'étions pas régis par la loi. Là, la loi nous rattrape
par cet arrêté du 16 juillet 2019 et nous permet de rendre encore plus facile l'accès à ces documents. Je rappelle que ça, c'est une obligation de la maîtrise d'ouvrage, ou en tout cas du donneur d'ordre, si on veut élargir un peu le propos. Je ne vais pas relire les 3 choses, ça paraît assez peu intéressant, chacun sait lire, mais c'est juste pour vous dire que ces 3 blocs d'informations sont obligatoires dans le cadre de la réalisation de notre diagnostic. Tu peux passer, Xavier, si tu le souhaites. Voilà. Donc là, c'est pour rappeler aussi le rôle, la responsabilité et la limite de responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, en précisant que le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, n'a aucun droit, quant à la méthodologie retenue, quant au nombre d'investigations, quant au nombre de sondages, de prélèvements et d'analyses. Autrement dit, le donneur d'ordre, qu'il soit moustachu ou pas, parce qu'on le voit moustachu sur le slide, n'a aucun droit sur la méthodologie et sur le nombre de prélèvements réalisés par nos équipes. Je crois que c'est important de le rappeler aussi. En revanche, et on va le voir sur la slide juste après, Xavier, si tu veux bien. Comme j'ai pu le dire, quitte à radoter un peu, mais c'est important, je crois, de se le dire encore ici lors de cette visio, le donneur d'ordre doit être force de proposition quand on programme et périmètre des travaux. C'est ce que vous voyez à travers la flèche numéro 1. Et l'opérateur de repérage a aussi une obligation, c'est celui de fournir le programme et le périmètre du repérage amiante avant travaux. Donc chacun son rôle et chacun sa responsabilité. Le donneur d'ordre, périmètre, programme, travaux et accès aux locaux. Opérateur de repérage, programme et périmètre du repérage. Tu peux passer, Xavier, sauf si bien sûr il y a des questions, je ne sais pas si... Il y en a, mais on va y venir après. Hein. D'accord. Un exemple pour illustrer mon propos, toujours avec M. Moustachu. Donc, en fait, la flèche numéro 1 montre que le donneur d'ordre souhaite des travaux sur les pièces humides avec, comme programme de travaux, la réfection des parois verticales. Donc là, nous sommes bien dans le sens numéro donneur d'ordre vers l'opérateur de repérage. L'opérateur de repérage, en qualité de sachant, précise le périmètre de repérage, donc salle de bain, WC, cuisine, c'est-à-dire les pièces humides, et le programme de repérage portera donc sur les enduits, peinture de mur, colle de faïence. Cette slide elle est fondamentale parce qu'elle illustre parfaitement, à mes yeux en tout cas, le rôle et la responsabilité de chacun d'entre nous dans l'intervention. La maîtrise d'ouvrage, enfin le donneur d'ordre, et l'opérateur, le diagnostiqueur si j'emploie un terme un peu plus vulgarisé. Voilà, Xavier, ce que je peux vous dire, Xavier Benjamin, sur cette slide particulière. Et j'en finirai parce que je sais que je suis le dernier, donc je sais que les infos ont été nombreuses, donc je vais essayer de faire très succinct, en précisant que dans cet arrêté du 16 juillet 2019, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est précisé la méthodologie du repérage amiante avant travaux, ce qui permet vraiment de voir le rôle et la responsabilité de l'opérateur. C'est ce qui est précisé ici par la méthodologie que chacun peut lire. Et si tu passes sur la slide d'après, Xavier, ce que je ne vais pas faire une lecture exhaustive, ça présente assez peu d'intérêt. On retiendra aussi que dans cet arrêté du 16 juillet, nous avons l'annexe 1 qui porte sur la liste non exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Donc pour ceux qui veulent faire une lecture quand même précise mais non exhaustive des MP SCA, ils peuvent la faire via cette annexe 1. Ça permet à chacun de fixer ses idées sur ce qui est susceptible, que ce soit des matériaux, des matériaux et des produits susceptibles de contenir de l'amiante. Vous l'avez de façon législative via cet arrêté avec l'annexe 1. Ça, c'est plus de l'information générique et générale. Et après, il doit se rester encore une slide, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avant que ce soit la dernière, je ne sais plus. Voilà, non, il y en a une. Voilà, donc ça donne nos obligations aussi quant à la nature du rapport de repérage, tout simplement. C'est-à-dire que les éléments qui doivent figurer dans le rapport de repérage ont basculé
de quelque chose de normatif à quelque chose de réglementaire. Voilà, donc en toile de fond, si je voulais ajouter ou reboucler par rapport à mon propos, j'ai envie de dire que les obligations du donneur d'ordre étaient jusqu'à aujourd'hui uniquement normatifs, je vais y arriver avec la NFX 46020, et ont basculé dans quelque chose de réglementaire via l'arrêté du 16 juillet 2019. Voilà comment je pouvais illustrer mon propos à travers cette présentation. Une petite question, tu mets en rouge, merci à toi, Julien, par téléphone, c'est moins pratique, mais ça a très bien fonctionné. Tu écris une estimation de sa quantité. Effectivement, là, il y a un Oui. gros sujet maintenant pour les diagnostiqueurs, c'est comment estimer la quantité. Je sais que vous êtes très branché au sens numérique du terme et même de manière plus globale, mais branché BIM en tout cas. Comment on fait pour Oui. estimer les quantités? Alors, attends, que je fasse la liste de mes produits. Alors, pour estimer les quantités. C'est en quantités. rouge, hein? Oui. Oui, c'est en rouge, oui, tout à fait. C'est en fait donc l'estimation des quantités. Parce que j'essaie juste de faire attention à ce que je vais dire sur ce qu'on entend par quantité. La liste de tous les matériaux produits européens. Oui, d'accord. Donc là, on est vraiment sur une partie estimative des volumes et autres. Et ben, c'est tout simplement par une formation interne d'une partie de nos équipes qui vont un peu plus loin que simplement le diagnostic. Ouais. Et qui en fait, par des fichiers, vous vous doutez bien, des fichiers préétablis de calcul de masse volumique et autres, on arrive à quantifier et on arrive à estimer les quantités, très simplement. Donc vous avez des via une opérateurs formation interne. qui sont spécialisés là-dessus. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il y avait alors il y avait Benjamin, peut-être des questions qui étaient prévues. Je vois deux questions du public. Ouais. Une question de Jawad. Dans la prévisite, les accès ne sont-ils pas identifiés avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre et le diagnostiqueur? Pas systématiquement. La prévisite, elle se fait bien sûr souvent, pas systématiquement, mais elle se fait souvent, mais pas systématiquement. Ce qui est certain, même si prévisite ou pas prévisite, ce qui est certain, c'est que l'obligation, je le redis, quitte à radoter un peu, l'obligation du maître d'ouvrage, c'est vraiment systématiquement de nous fournir le périmètre et le programme des travaux. Systématiquement. Je ne sais pas si ça répond à la question, Benjamin. Oui, je pense. N'hésitez pas à répondre dans le chat si jamais ça ne répond pas, à reformuler. Voilà, oui, exactement. J'ai la validation, c'est oui. Une question de Jean-Paul. Les listes de matériaux ABC sont-elles remplacées par l'annexe 1? Non, elles ne le sont pas. Par contre, elles ne le sont pas. Mais l'annexe 1 permet vraiment d'avoir une vision assez exhaustive sur vraiment ce qui est susceptible d'eux. Donc, elle ne les remplace pas, mais en tout cas pas pour l'instant. L'annexe 1 est vraiment, par contre, prendra le pli sur le reste. Et pour l'instant, ça ne le remplace pas encore. D'accord. Donc, il faut attendre encore une dernière question. Comment? Il faut attendre encore un petit peu. Oui. Une dernière question. Tout à l'heure, Xavier, tu as évoqué la maquette numérique. Est-ce que quel est le coût initial et le maintien de la maquette numérique? Je sais que cet environnement est assez porté dessus, hein, une stratégie BIM assez poussée. Alors, ça, c'est une question que, si vous vous souvenez, Xavier, Benjamin, qu'on s'était déjà posée l'année dernière et à laquelle j'avais des réponses un peu évasives, évasives, en tout cas assez vagues, parce que c'est comme si on veut acheter, je faisais cette analogie avec la voiture, c'est-à-dire que si on veut acheter une Clio ou je vais prendre une Mustang aujourd'hui, eh bien, effectivement, le coût n'est pas tout à fait le même, donc ça reste assez volatile. Mais pour autant, j'ai été un peu plus loin dans mon investigation, même si on en parlera demain. J'ai envie de vous dire, et j'ai une fourchette de prix, donc aujourd'hui je vais essayer d'y répondre de façon assez précise, et demain il y aura des documents que vous pourrez très bien intégrer dans la présentation d'aujourd'hui. Il faut savoir que je vous avais parlé alors on dépasse un petit peu du cadre, mais je ne sais pas si vous me laissez l'opportunité. Benjamin, Xavier, j'en ai pour 3 minutes. Vas-y. Le BIM, pour le dire simplement, ça comporte 4 étapes majeures. La première d'entre elles, c'est la numérisation. Ce que je vous disais l'année dernière, c'est le fait de scanner le bâtiment à proprement parler. Alors, si on veut scanner le bâtiment à proprement parler, le coût, c'est à peu près 80 centimes hors taxe du mètre carré. Je dis à peu près parce qu'en fonction de la nature de l'ouvrage, évidemment, ça peut augmenter. Cela étant, le prix plancher, c'est 80 centimes du mètre carré, hors taxe.
Ensuite vient une seconde étape qui est celle de la modélisation. C'est-à-dire une fois qu'on a scanné le bâtiment, donc on a récupéré l'ensemble des mesures, on les intègre dans une maquette à proprement parler. C'est ce que je vous avais dit pour créer l'avatar. Et là, le coût, il est fixé à 1,90 € hors taxe par mètre carré. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est la modélisation à proprement parler. Vient ensuite la vérification de la maquette à proprement parler, encore une fois, qui est de 1 250 € par jour, en fonction bien sûr de la diversité et de la complexité de la maquette. Et l'intégration des datas, on en parlait l'année dernière, on en parlera bien sûr demain, c'est 1 250 € hors taxe par jour. Ça, c'est le fait de transférer, prenons cet exemple très simple, repérage amiante avant travaux dans les pièces humides. J'ai identifié que dans cette pièce humide, il y avait, dans les cols de faïence, des matériaux amiantés. Le fait d'intégrer cette donnée, cette data technique dans l'avatar, donc dans la maquette numérique, le coût d'identification, d'intégration de la data et d'identification est de 1 250 € par jour. Voilà ce que je peux vous dire. Ok. Je pense que c'est assez précis. Mais... Non, bien sûr, on ne peut pas être plus précis. Merci à toi pour cette présentation.